Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 18e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur le congrès du PPE et sur la condamnation de TikTok pour infraction au RGPD. Dans le club des 27, l'Espagne et le Portugal se sont retrouvés sans électricité, l'Allemagne se rapproche de son nouveau gouvernement, la Suède connaît une énième fusillade à Uppsala et Malte est condamnée pour ses passeports dorés. Et chez nos chers voisins, l'Ukraine signe l'accord sur les terres rares avec les États-Unis, la première chaîne d'opposition géorgienne est contrainte à la fermeture, la Serbie voit les syndicats défiler avec les étudiants et le Royaume-Uni voit Reform UK gagner des élections locales partielles. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Parti populaire européen. Manfred Weber, réélu, le virage à droite se confirme. Mardi 29 et mercredi 30 avril, le Parti populaire européen tenait son congrès à Valence, en Espagne, où il devait élire son président et ses vice-présidents. Pour la présidence, le choix était simple. Le leader du groupe parlementaire et président du parti depuis 3 ans, le Bavarois Manfred Weber, était l'unique candidat. Il a reçu le vote de 89% des délégués. La domination sans partage du PPE, toujours premier parti au Parlement européen, avec 188 eurodéputés, qui dispose de 13 commissaires dans l'exécutif européen, et avec l'arrivée prochaine de Friedrich Merz, aura 13 chefs d'État ou de gouvernement. Cette domination doit désormais se traduire en fait. Le bureau est complété par Dolores Montserrat, nommé secrétaire général, et François-Xavier Bellamy, trésorier. Manfred Weber affirme qu'il veut combattre le populisme et l'extrême droite, ce qui va un peu à contresens de la stratégie du PPE au sein du Parlement européen, où la droite s'est alliée à l'extrême droite sur plusieurs sujets. Manfred Weber a appuyé sur la lutte contre l'immigration et une résolution a été adoptée pour refuser les migrants demandant l'asile alors qu'ils viennent d'un pays tiers sûr, un moyen d'ouvrir la porte à Giorgia Meloni que le PPE convoite depuis quelques mois. Mercredi, c'était au tour des 10 vice-présidences d'être mises en jeu. Les vice-présidents ou vice-présidentes sont en charge de mener les travaux au sein des groupes de travail du parti. Une professionnalisation du parti que le PPE doit à Manfred Weber, qui a regretté que le parti ne serve que de plateforme informelle auparavant. Il avait l'ambition de pouvoir construire une vision commune au sein du parti, une réforme qu'il entend poursuivre pendant son deuxième mandat à la tête du parti. Et les vice-présidences sont indispensables dans cette entreprise et elles dénotent de la proximité et de la loyauté envers Manfred Weber, mais aussi des jeux d'influence des partis nationaux dans le parti. Les Bruxellois sont nombreux dans les vice-présidences. On y retrouve les eurodéputés David McAllister, Siegfried Mureşan, Andrzej Halicki, l'ancien eurodéputé Mairead McGuinness, la commissaire croate à la Méditerranée Dubravka Šuica et son homologue aux migrations Magnus Brunner. Côté représentants nationaux, on y retrouve le vice-premier ministre grec Kostis Hatzidakis, le premier ministre finlandais Petteri Orpo, le ministre des Affaires étrangères portugais Paolo Rangel et le ministre des Affaires étrangères italien et ancien président du Parlement européen Antonio Tajani. L'hyperprésence des représentants des institutions frustre un peu les partis nationaux qui ressentent un déséquilibre. Aussi, la tentation populiste sera un réel enjeu pour le PPE, certains partis membres ne voyant pas d'un bon œil le rapprochement avec l'extrême droite, un rapprochement qui les affaiblit au niveau national. Numérique, TikTok condamné dans le cadre du RGPD. Vendredi 2 mai, c'est le régulateur irlandais qui a condamné la plateforme chinoise pour avoir envoyé des données européennes en Chine. La Commission irlandaise de protection des données a condamné TikTok à 530 millions d'euros d'amende.
La Chine n'est pas considérée comme donnant des garanties suffisantes sur la protection des données personnelles. TikTok a nié avoir envoyé des données européennes jusqu'au mois d'avril, où la plateforme chinoise a fini par le reconnaître. TikTok entend bien faire appel et elle avertit qu'une telle sanction pourrait porter préjudice à la compétitivité et à l'attractivité de l'Union européenne. Est-ce une menace déguisée? Dans l'atmosphère actuelle de défiance des plateformes numériques américaines, TikTok aurait tort de ne pas suivre l'entreprise de destruction des normes numériques européennes. Dans le même temps, TikTok a lancé son projet Clover, un plan sur 10 ans avec un budget de 10 milliards d'euros pour implanter 3 centres de données en Norvège, et TikTok vient d'annoncer un quatrième site en Finlande. De manière récurrente, les autorités européennes se plaignent du manque de transparence de TikTok sur la protection des données. Avec cette amende, le groupe ByteDance devient le troisième plus sanctionné concernant le RGPD, derrière Meta qui figure en tête, juste devant Amazon. TikTok est encore sous enquête concernant la protection des mineurs et l'ingérence étrangère en Roumanie, dans les deux cas dans le cadre du DSA. Passons désormais au Club des 27. Espagne et Portugal, un blackout général pendant une vingtaine d'heures. C'est un cas de figure inédit en Europe. Deux pays de l'Union européenne se sont retrouvés complètement sans électricité d'un seul coup. Lundi 28 avril, vers 11h30 heure locale, l'Espagne a perdu d'un coup 60% de sa consommation en l'espace de 5 secondes, une défaillance brutale qui a mené à la déconnexion du réseau électrique européen. Le Portugal, étant en bout de réseau, n'a pu que subir les conséquences de cette défaillance. Plus de feux de signalisation, plus de réseau téléphonique, les ascenseurs bloqués, les trains et les métros à l'arrêt, les deux pays sont restés en pause pendant quelques heures. Seules les îles des Açores, de Madère, Baléares et Canaries ont été épargnées parce qu'elles dépendent de réseaux autonomes. Les hôpitaux ont des générateurs de secours, mais certains hôpitaux ont dû transférer des patients à risque car en manque de moyens pour les gérer dans une telle situation d'urgence. Même si quelques hypothèses ont été données, les deux gouvernements sont dans l'incapacité de dire d'où provient la coupure. Que ce soit le gestionnaire espagnol ou le président du Conseil européen, Antonio Costa, l'hypothèse de la cyberattaque est écartée. Pedro Sánchez en a appelé au civisme et à la responsabilité des Espagnols. Pourtant, la ruée vers les magasins s'est traduite par des rayons totalement vidés. Vers 20h, 20% du territoire espagnol avait retrouvé l'électricité. Mardi, vers 8h du matin, la quasi-entièreté de l'Espagne avait retrouvé l'électricité et le Portugal avait une couverture de 95%. Pedro Sánchez a annoncé la création d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les événements. Il en appelle aussi à la responsabilité des opérateurs privés. Côté portugais, une commission similaire a été créée, mais elle ne pourra débuter ses travaux qu'une fois le nouveau Parlement sera élu le 18 mai. Ces enquêtes se feront en coordination avec les autorités européennes compétentes. Sans surprise, le parti de droite, le Partido Popular, et le parti d'extrême droite Vox ne se sont pas privés de critiquer la gestion de crise du gouvernement. Pourtant, le gouvernement a déclenché l'état d'urgence d'intérêt national qui permet de déléguer la gestion de crise au plus près du terrain, c'est-à-dire dans les communautés autonomes, sortes de super-régions qui ont plus de compétences déléguées que les régions françaises. 15 000 policiers et 15 000 gardes civils supplémentaires ont été déployés sur le terrain pour assurer la sécurité. Mardi matin, tout le pays a retrouvé l'électricité, mais quelques perturbations subsistaient. Les écoles étaient ouvertes, mais ne donnaient pas cours mardi. L'aide de la France, associée à la remise en route des centrales au gaz et hydroélectriques, ont permis une reprise totale en moins de 24 heures. Allemagne.
Le contrat de gouvernement validé. Lundi 28 avril, la CDU-CSU tenait un mini-congrès pour y faire valider le contrat de gouvernement. L'occasion de présenter les 7 ministres de la CDU et les 3 de la CSU. À la chancellerie, on y retrouvera Thorsten Frey pour seconder Friedrich Merz avec le titre de ministre fédéral. Au ministère des Affaires étrangères, ce sera le très expérimenté Johann Wadephul qui aura la lourde tâche de mener la politique internationale. C'est le premier chrétien démocrate à ce poste depuis la fin des années 60. Parlementaire très remarqué dans la commission des Affaires étrangères, ancien membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, il ne cache pas son soutien à l'Ukraine. Il est même un partisan de l'envoi de missiles Taurus en Ukraine. Il sera secondé par Günther Kirschbaum, lui aussi très expérimenté, et qui sera aux manettes des affaires européennes en tant que secrétaire d'État. Il a été président de la commission aux affaires européennes du Bundestag pendant 14 ans. Katharina Reiche, ancienne présidente de West Energy, filiale de l'opérateur électrique E.ON, aura le portefeuille de l'économie et de l'énergie et aura la lourde tâche de faire baisser les prix de l'énergie. Au transport, ce sera Patrick Schneider qui devra mettre en œuvre le plan de relance des infrastructures. La surprise vient de la nomination de Carsten Wilberger, le directeur général de MediaMarkt, le plus grand groupe de distributeurs d'électroménagers outre-Rhin, au portefeuille du numérique. Il n'est pas pour autant inexpérimenté sur le sujet, puisqu'il a été en poste chez T-Mobile et Vodafone. À la santé, c'est Nina Varken, très en vue pendant la commission de gestion du Covid. À la recherche et à l'espace, c'est Dorothée Baer, députée depuis 2002, qui prend un poste éminemment stratégique. À l'agriculture, c'est Alois Reiner, ancien membre de la commission parlementaire de l'agriculture de 2013 à 2021, qui prend les rênes. Et à l'éducation, c'est l'ancienne ministre de l'éducation du Land de Schleswig-Holstein, Karine Priem, qui récupère le strapontin. Restait donc au SPD de valider le contrat de gouvernement. Mercredi 30 avril, les sociodémocrates ont adopté sans enthousiasme ce contrat de gouvernement. Même si 84% des votants ont voté favorablement, beaucoup ont renoncé à voter pour ne pas affaiblir le parti avant même son entrée au gouvernement. Reste aux sociodémocrates à dévoiler, lundi 5 mai, les 6 ministres qui accompagneront le futur vice-chancelier et ministre des Finances, Lars Klingbeil. Une ambiance morose qui fait croire que le nouveau gouvernement, qui sera approuvé le mardi 6 mai au Bundestag, n'aura pas d'état de grâce. Suède, fusillade à Uppsala. Mardi 29 avril, à 17h, heure locale, une fusillade a éclaté dans le centre-ville d'Uppsala, faisant 3 morts âgés entre 15 et 20 ans et plusieurs blessés. Sans que ce ne soit confirmé pour le moment, ces meurtres seraient en lien avec le trafic de drogue et les guerres de gangs. Une des victimes était même sous enquête pour un projet d'assassinat d'un proche du chef du gang Rumba, Ismail Abdo. Une fusillade qui intervient alors qu'Uppsala s'apprêtait à célébrer la fête de Walpurgis, une fête d'origine païenne célébrant le printemps et qui devait attirer entre 100 000 et 150 000 visiteurs, principalement des étudiants, le lendemain. Malgré sa promesse de lutter contre la guerre des gangs, le gouvernement de droite, du centre et d'extrême droite ne parvient pas, pour l'instant, à renverser la tendance. Un suspect a été arrêté 2 heures après les faits, mais a été relâché jeudi. 4 personnes ont été arrêtées, 3 pour incitation au meurtre, âgées entre 25 et 45 ans, et le suspect qui aurait tiré. Uppsala connaît une flambée de violence depuis l'assassinat de la mère d'Ismail Abdo, le leader du gang Rumba. Un meurtre attribué à la bande rivale Foxtrot, emmenée par Rawa Majid. Les 2 chefs de gang opéreraient depuis l'étranger. Malte, le pays condamné à cause de ses passeports dorés. Cette semaine, la Cour de justice de l'Union européenne
a rendu son arrêt concernant Malte et ses passeports dorés. En 2020, la Commission européenne lançait une procédure d'infraction à l'égard de Malte pour son système de passeports dorés. L'idée était d'octroyer la citoyenneté maltaise à des investisseurs étrangers en échange d'achats de biens immobiliers, d'investissements dans des instruments financiers approuvés par le gouvernement et un don de 10 000 euros à une ONG locale. Ce que la Commission reprochait à cette loi de 2020, c'est que l'octroi de la citoyenneté européenne ne pouvait pas faire l'objet d'une transaction commerciale. Malte rétorquait que l'octroi de la nationalité était une compétence purement nationale. En 2022, Malte a suspendu l'octroi de passeports dorés pour les citoyens russes et biélorusses. Finalement, la CJUE a tranché en ces termes. La commercialisation du statut de citoyen est incompatible avec la conception fondamentale de la citoyenneté de l'Union européenne. En clair, en octroyant la citoyenneté maltaise, les autorités maltaises donnent de facto la citoyenneté européenne et donc l'accès à la liberté de circulation dans l'espace Schengen, ainsi que le droit de voter aux élections locales et européennes dans les 27, ce qui donne toute compétence à l'UE de faire cesser un tel système. En 2018, la Commission européenne avait tenté d'endiguer le phénomène des visas et des passeports dorés inscrits en droit national au moment où ces pays cherchaient des investisseurs pour relancer leur économie. Des systèmes qui sont aussi des opportunités pour la corruption, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Seules 93 personnes ont pu acquérir la nationalité maltaise par ce biais. Désormais condamnée, Malte a 6 mois pour se conformer au droit européen. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine, accord avec les États-Unis sur les terres rares. C'était le serpent de mer qui traînait depuis l'altercation dans le bureau ovale. Volodymyr Zelensky continuait de pousser pour obtenir ce deal en espérant que cela entraîne, dans la foulée, une garantie de sécurité de la part des États-Unis. Mercredi 30 avril, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, et la vice-première ministre et ministre de l'économie, Yulia Sviridenko, ont signé à Washington l'accord sur les terres rares. Cet accord permet la mise en place d'un fonds d'investissement et de reconstruction à participation égale qui doit veiller au projet d'exploitation des minerais ukrainiens, gaz et pétrole compris. Au départ envisagé par Donald Trump comme un moyen de rembourser l'aide américaine, qu'il estimait à 350 milliards de dollars, alors que c'est 3 fois moins, une telle clause a finalement été abandonnée. C'est une bonne nouvelle puisque ça ne remet pas en cause les aides financières de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Il y a un changement de ton de l'administration américaine. Donald Trump relevait la semaine dernière qu'il avait l'impression de se faire balader par Vladimir Poutine. Pour autant, il ne parle que de sanctions financières et secondaires à l'égard de la Russie, mais surtout pas de renforcer l'aide à l'Ukraine. Scott Bessent s'est néanmoins fendu d'une déclaration très favorable à l'égard de l'Ukraine, déclarant que les États-Unis soutenaient une Ukraine libre, souveraine et prospère sur le long terme. L'Ukraine reste la seule à décider quels sont les sites et les ressources exploitables. Le fonds sera alimenté par l'exploitation des ressources, mais un doute plane sur la rentabilité. Les sites jusqu'alors inexploités demandaient énormément de moyens pour un faible retour sur investissement à court terme. Certains experts s'accordent à dire que l'exploitation des terres rares mettra une décennie à être rentable. La partie ukrainienne espère que l'accord s'accompagnera de systèmes de défense antiaérienne. Il n'y a pas non plus de mention de garantie de sécurité, ce que l'administration américaine voulait déléguer aux Européens et pense que la présence de civils américains sera une bonne raison de répliquer en cas d'attaque. Côté ukrainien, les députés à la Rada font part de leur colère de ne pas avoir été consultés
sur la rédaction du texte. Ils seront néanmoins incontournables puisqu'il faudra l'approbation du Parlement ukrainien pour que le texte entre en vigueur. Ils attendent les documents techniques pour se prononcer sur le texte final. En parallèle, Donald Trump aurait annoncé au Congrès qu'il s'apprêtait à autoriser la vente d'articles de défense pour une valeur de 50 millions d'euros ou plus à l'Ukraine. Géorgie, la principale chaîne de télévision d'opposition, baisse le rideau. Le jeudi 1er mai, le média d'opposition MTV TV éteignait sa fréquence. Lundi 28 avril, le directeur général de la chaîne, Gheorghi Gabounia, annonçait la nouvelle à ses employés. Le média, fondé en 2019, avait réussi à devenir le premier média d'opposition en agrégeant aussi les journalistes renvoyés par les médias d'État. D'après la Civil Society Foundation, c'était un pilier de la lutte contre la propagande du pouvoir. Mais le média s'est retrouvé affaibli par la loi contre les agents de l'étranger qui a réduit ses financements internationaux indispensables, mais aussi par les manœuvres de son cofondateur, Zaza Okoachvili. Depuis quelque temps, il semble s'être aligné sur le parti Rêve géorgien et sa rhétorique pro-russe. Ce dernier a, semble-t-il, demandé à l'ancien PDG de la chaîne de ne plus payer les prestataires de services. Résultat, MTV TV s'est retrouvé avec des dettes impossibles à rembourser. Les annonceurs et les sponsors sont partis. La chaîne est donc frappée d'indignité. Comme l'indique Radio France Internationale, c'est un scénario similaire à la Russie des années 2000, où les oligarques ont complètement saboté leur chaîne pour plaire au Kremlin. Il ne reste désormais que deux médias indépendants, Formula et Pirveli TV. Mais face à l'offensive du gouvernement, il semble plus que probable que les deux chaînes subissent le même sort prochainement. Serbie. Étudiants et syndicats défilent ensemble le 1er mai. Jeudi 1er mai, c'était non seulement la fête du travail, mais aussi cela faisait pile 6 mois que le haut-vent de la gare de Novi Sad s'est écroulé, faisant 15 victimes. 6 mois que les manifestations ne cessent de durer. Et pour la première fois de leur histoire, les 5 centrales syndicales étaient réunies à l'appel des étudiants pour demander une amélioration de l'état de droit et de la lutte anticorruption, mais aussi une réforme du Code du travail et du droit de grève, considéré comme trop restrictif par les syndicats. D'après une ONG indépendante, ils étaient 18 000 à Belgrade, un chiffre relativement limité par rapport au dernier grand rassemblement. Certains espèrent que c'est la première étape d'une convergence des revendications. Mais depuis quelques semaines, le manque de stratégie des manifestants semble provoquer un essoufflement de la mobilisation. Le durcissement probable du nouveau gouvernement pourrait bien aussi inciter à la prudence. L'agrégation de différentes colères pourrait au contraire lui redonner de la force et de la consistance. Le président Aleksandar Vučić est déterminé à faire payer ce qu'il appelle le crime de la destruction de la Serbie et à faire cesser la contestation qu'il considère téléguidée par des forces étrangères. Royaume-Uni, Reform UK confirme sa bonne forme aux élections locales partielles. C'était un premier test grandeur nature pour le parti d'extrême droite de Nigel Farage, placé en seconde position dans les sondages depuis quelques semaines devant le Parti conservateur, le plus vieux parti d'Europe. En jeu, 1641 sièges de conseillers communaux dans 23 conseils municipaux et l'élection de 6 nouveaux maires. L'enjeu était somme toute petit, car c'est la première fois depuis les années 1970 qu'il y a si peu de sièges en jeu, mais l'élection locale est aussi un marqueur de l'ancrage local d'un parti. Et le système proportionnel à un tour anglais renforce le vote stratégique, car il n'y a pas de deuxième tour. Il suffit d'arriver en tête pour gagner le poste. Un système qui a toujours favorisé le bipartisme entre travaillistes et conservateurs. Jeudi 1er mai avaient donc lieu les municipales partielles et une législative partielle.
La course entre le Labour et Reform UK s'est annoncée très serrée. Dans la législative partielle à Runcorn and Aylesbury, c'est la candidate de Reform UK, Sarah Pochin, qui l'emporte d'une courte tête devant la candidate travailliste. Une circonscription habituellement Labour dans le nord-ouest de l'Angleterre, dans la ceinture de l'industrie rouge, qui semble valider la stratégie dans les anciens bastions industriels et populaires. Au niveau municipal, Reform UK était le parti qui présentait le plus de candidats et mécaniquement avait le plus de chances d'avoir des élus. Reform UK ressort avec 10 conseils municipaux et 2 maires. Côté Labour, on semble payer l'impopularité du gouvernement et ses revirements. Le gouvernement a tenté de donner un visage social avec une augmentation des droits des travailleurs, mais en parallèle, il a aussi promis la suppression des allocations énergie pour les retraités et la diminution des aides pour les personnes handicapées. Une défaite qui réveille l'appétit des soutiens de Jeremy Corbyn, qui en appelle à mettre fin à l'austérité et à abandonner la diminution de l'aide aux personnes handicapées. Côté conservateur, ce sont les 14 ans à la tête du pays et les épisodes désastreux avec Boris Johnson et Liz Truss qui semblent en être la raison. La nouvelle chef du parti, Kemi Badenoch, ne fait que courir derrière Reform UK en multipliant les outrances. Cette victoire de Reform UK démontre que le parti peut aussi bien toucher les bastions industriels que les territoires ruraux ou le riche sud. Désormais, Nigel Farage a en ligne de mire mai 2026 et les élections au Parlement gallois et écossais qui avaient majoritairement voté contre le Brexit. Mais l'effondrement des partis indépendantistes et l'impopularité du Labour, à l'heure actuelle, semblent ouvrir la porte aux partis d'extrême droite. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 18e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.